Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast d'Aurore Éternelle, le podcast de l'Auberge des Univers. Terminons aujourd'hui notre série de podcasts consacrés au chapitre 2 du jeu de rôle Night. Bonne écoute! L'anathème, partout. L'arrivée des ténèbres et de tous les maux qui leur sont liés, ce que les gens nomment l'anathème, a rendu la plupart des terres stériles, risquées, dangereuses ou simplement impraticables. Partout, des cataclysmes, des créatures ou des rivières d'obscurité inondaient les villes, les villages et même les lieux reculés. Presque tous les habitants du monde ont eu affaire, de près ou de loin, à une manifestation de l'anathème. L'anathème dans le monde. Pour ce qui est de l'Europe, une mer de pénombre, aussi froide que la mort, subsiste en son centre et abrite des animaux monstrueux. Ces aberrations harcèlent les Européens et, autour de l'obscurité, l'influence de l'anathème se fait sentir, en corrompant presque toutes les bêtes. Du simple pigeon de ville au chien le plus fidèle, les animaux se changent peu à peu en monstres sauvages, avides de chair humaine. Et quand cette malédiction touche de plus gros animaux, ceux-ci deviennent des créatures colossales et invincibles, capables de défoncer un bâtiment d'un simple coup de griffe. Dans les quelques régions épargnées d'Europe de l'Ouest, on assiste au retour des chasses aux monstres, aux sorcières, aux personnes juste différentes. Dans les communautés de rebut, des chefs de guerre et des religieux illuminés cèdent au désespoir et montent des croisades qui ravagent par le feu les communautés avoisinantes sur de simples soupçons. Partout, la simple peur des créatures bestiales qui rôdent dans cette Europe enténébrée fait des centaines de morts. Terrorisés, beaucoup d'habitants deviennent fous et se transforment en bêtes, hurlant leur rage à la lune. D'autres s'isolent du reste du monde, vivant en autarcie et abattant sans merci les intrus sur leur territoire. Certains encore se mettent à prier et se regroupent en hordes religieuses aux croyantes aussi sanglantes qu'étranges. Là, la situation ne fait qu'empirer, et, à mesure que les saisons passent, même les communautés de rebut les plus grandes et les mieux protégées semblent céder à un obscurantisme médiéval venu des plus sombres recoins du passé. Porteur d'espoir et de lumière, le Night lutte contre les bêtes qui hantent l'obscurité de l'Europe. Mais leur mission principale consiste surtout à ramener l'espérance dans les communautés isolées et de combattre l'horreur qui dévore l'esprit des gens. L'objectif paraît aujourd'hui irréalisable, mais rien n'empêche les chevaliers de tenter de l'accomplir. En Afrique, au nord du territoire de la NAU, une véritable faille de ténèbres coupe le continent d'est en ouest, isolant les pays du sud du reste du monde. Dans cette faille, un froid arctique gèle les os des malheureux voyageurs qui osent s'y aventurer ou qui s'y perdent. Quant aux quelques avions qui tentent de survoler la zone, tous s'écrasent immanquablement dans ce territoire de glace. Aucun satellite ne réussit, par ailleurs, à capturer d'images de la zone, les clichés et vidéos restant anormalement flous. Les populations des pays pris sous ces ténèbres ont été il y a longtemps changées en statues gelées, figées dans des postures de terreur. Là, tout n'est que silence, et rien de vivant ne subsiste. On raconte cependant que sur le lac Tchad, une étrange et gigantesque rosace de glace abrite des êtres vivants, à l'esprit dérangé, se comportant comme des automates. Mais ce n'est pas le pire. Depuis environ 1 an, des centaines de personnes, toutes d'origine et de strates sociales différentes, semblent y être irrémédiablement attirées, comme si une magie puissante les appelait et les obligeait à venir, peu importe la distance ou les moyens à mettre en œuvre pour y arriver. Comme on peut s'en douter, on n'entend plus jamais parler de ces pauvres voyageurs qui se perdent dans les glaces de l'Afrique. Malgré les enquêtes et les missions d'observation, personne ne sait ce qu'il advient d'eux. Cette frontière, si froide, est interdite d'accès et d'approche par le Night et la NAU, qui surveillent l'ensemble de la zone grâce à des avant-postes et des drones en nombre. Du centre de la Chine à la Corée du Nord, les ténèbres apparues en 2034 ont reflué et laissent derrière elles un monde de chair humaine où chaque structure, chaque bâtiment est infesté par des tumeurs, des nappes de peau, des os, des ongles, des yeux, des cheveux et des membres qui saillent de toutes parts et s'étendent comme une infection.
Sur ce territoire, les habitants et les êtres vivants se changent en fous ou en monstres qui déferlent et tentent de contaminer par la chair le reste du monde, à la manière de zombies infectés. Ceux pris sous les ténèbres d'Asie sont à présent obsédés par les meurtres et les viols, comme poussés par un instinct supérieur et malfaisant. Heureusement, la force armée du Nodashi retient ces monstruosités chaque semaine plus nombreuses. Mais plus les jours passent, et plus ce combat semble vain. Des dizaines de communautés de rebus survivants sont disséminées sur cet immense territoire et résistent tant bien que mal aux assauts des monstres de chair, mais aussi à ceux du Nodashi qui, bien souvent, lancent des frappes brutales sur de simples soupçons de corruption par l'anathème. C'est dans cette région du monde que l'on trouve les communautés de rebus les plus importantes en termes de population. Celle de Hong Kong, par exemple, regroupe à elle seule près de 600 000 personnes. Derrière les barricades et les murailles dressées autour de ces villes règnent souvent des tyrans, des petits dictateurs brutaux, dirigeant par la peur et la violence. Sur le sol des États-Unis, sur toute la côte Est, depuis la Floride jusqu'au Vermont, côte qui était déjà souillée et vidée de ses habitants par la peste rouge, les ténèbres se sont étendues et perdurent depuis en une pénombre sourde, délavant toutes les couleurs. Là, dans ces mégalopoles silencieuses aux bâtiments si hauts qu'ils en obscurcissent les avenues, des lacs et des rivières de ténèbres denses évoluent parfois le long des artères de béton. Et dans les immeubles, dans les casses, dans les usines vides, des communautés de rebus affirment que les machines, les véhicules et les objets électroniques se changent en des monstres de métal et de plastique. Des sortes d'insectes, minuscules ou gigantesques, au corps artificiel rôdent, patrouillent et travaillent à un but inconnu. Quelques humains corrompus par des machines, dont l'être révèle de nombreuses modifications mécaniques, entretiennent et guident ces nouveaux monstres dans la mégalopole silencieuse. Une rumeur au sein du Night prétend que ces créatures seraient capables de contrôler et d'imposer leur volonté aux méta-armures, mais rien n'a été prouvé jusqu'à présent. Les rebus vivant sur ce territoire sont pour beaucoup des gens très attachés à leur ville, comme liés par le cœur au lieu lui-même. La plupart ont ainsi sécurisé des quartiers entiers de Washington, New York ou encore Miami et les considèrent depuis comme leur domaine. Dans une grande moitié d'entre eux, c'est la religion ou le communautarisme qui règne. Au Proche-Orient, depuis le premier soubresaut de l'anathème, un océan de ténèbres opaques et si dense que ceux qui y entrent disparaissent à jamais, s'étendent de l'Égypte à l'Afghanistan et de la Géorgie au Yémen. Sous cette poche d'obscurité impraticable, aucun signe de vie n'a été signalé depuis bientôt 3 ans. La plupart des habitants des pays frontaliers ont naturellement déménagé, l'influence de ces ténèbres corrompant les esprits comme les corps. Bien entendu, certains essaient de défendre leur village, leur nation, ou les êtres qui leur sont chers, mais le désespoir les assaille alors bien vite, et, presque toujours, ils finissent par s'entretuer. Enfin, des rivières et des lacs de ténèbres aux nuits durant depuis plus de 3 ans constellent le reste du monde. De ces zones réduites, mais porteuses d'horreur et de malheur, émanent des cataclysmes et des choses qui affectent les gens tout autour. Depuis ces régions sont véhiculés le désespoir et la folie. Chaque heure qui passe amène son lot de mort et de démence. La plupart des gens vivant près de ces lieux terrifiants affirment qu'ils sont habités par des créatures au corps de ténèbres, dotées de masques blancs, toutes différentes les unes des autres. Il semble que ces êtres masqués aient pour but, ou obligation, d'enlever des êtres vivants et de les amener dans leur domaine d'obscurité. On n'entend alors plus jamais parler de ces malheureux. L'horreur. Le Night lutte activement près de chacun de ces territoires enténébrés, quand ce n'est pas à l'intérieur. La disparité des différentes créatures et des types de corruption de ces zones ne facilite pas le travail des chevaliers qui doivent adapter leur stratégie à la diversité de ces environnements et ennemis. Quelques sénéchaux et analystes de la section Cyclope du Night tentent de trouver des liens entre ces lieux contaminés par l'anathème et des réponses quant à leurs significatives différences. En fait, ce qui est majoritairement admis, c'est que, d'une part, chaque région est liée à un être, appelé communément Seigneur, qui la contrôlerait, et que, d'autre part, les monstres et les cataclysmes que produit l'anathème sont issus de peurs profondément enfouies dans l'esprit et dans les tripes des habitants d'une région, qu'elles aient pour origine la religion, une idéologie quelconque, ou encore l'imaginaire collectif. Pour les chevaliers,
C'est cela l'horreur. La création, par l'humanité elle-même, par son inconscient, par ses terreurs et ses peurs dissimulées, de créatures et d'événements qui menacent de la détruire. Cependant, si l'expérience tente à prouver l'existence des seigneurs, la théorie sur l'horreur reste encore à approfondir. Cela dit, la force de l'espoir et le reniement de la peur semblent affaiblir les manifestations de l'anathème. Ainsi, les créatures bestiales qui envahissent le centre de l'Europe appartiendraient au domaine de la bête et seraient issues à la fois de la peur des animaux qui ont hanté cette partie du monde durant le passé, mais également d'amalgames religieux entre l'animalité et les créatures du diable. Comme sortis de la terreur des ancêtres des Européens, les monstres qui rôdent dans l'océan de ténèbres de cette région feraient partie du folklore perverti où se mêleraient faunes abominables, bêtes de cauchemar, vouivres carnassières, fées au corps écailleux, oiseaux sinistres venus tout droit des abîmes, et d'hybrides humains et d'animaux en tout genre. Sur la côte est des États-Unis, territoire de la machine, là où la peste rouge a tué des millions de personnes, l'horreur se manifeste sous la forme de créatures sans vie, de monstres mécaniques, électroniques, infestant et parasitant tout, des bâtiments aux véhicules, en passant par l'humanité elle-même. La peur de ce monde sans vie serait, d'après les chevaliers, née de l'hécatombe qui a frappé la zone. Certains, parmi les rares survivants, ne pouvant placer leur espoir que dans les machines et notamment les drones, en sont arrivés à vénérer la mécanique et l'électrique comme les seules sources de survie et de salut. Cette adoration, mêlée à la crainte de la maladie qui ronge les corps, a amené l'apparition de machines monstrueuses, investies par les ténèbres et mues par l'horreur. L'océan de chair qui infeste la Chine et qui appartiendrait au seigneur nommé la chair serait lui aussi né de la peur et de contes où la chair humaine est pervertie par les fantômes et les monstres de légendes oubliées. Certains analystes du Night affirment aussi que l'horreur touchant la Chine est due à une peur panique d'un acte terroriste semblable à celui ayant provoqué la peste rouge. En effet, durant les années qui ont suivi cette catastrophe abominable, le gouvernement chinois et ceux des pays frontaliers ont mis en place de nombreux programmes de prévention très stricts face à une telle catastrophe. Programmes qui mêlaient bien entendu culpabilisation, acharnement médiatique et parfois répression des comportements ne respectant pas les règles minimales de prévention. Une paranoïa s'est vite installée, et quelques dizaines de milliers de ressortissants de ces pays les ont quittés pour des contrées où la peur était moins présente. Les esprits des habitants de ces régions ont tellement été assaillis d'images d'horreur qu'il semble possible, pour certains agents du Night, que la chair envahissante de la Chine soit le résultat de cette attitude paranoïaque. Cependant, certaines zones d'obscurité restent nimbées de mystères et posent de nombreuses questions. Pourquoi et d'où sortent les créatures au masque blanc? Pourquoi apparaissent-elles en des lieux si différents pour enlever des innocents? Répondraient-elles toutes à un même seigneur qui se ferait appeler le Masque? Quelle est l'origine de l'océan de ténèbres immobile du Proche-Orient? Les gens qui s'y perdent, sont-ils morts ou vivent-ils encore? À quel seigneur cette immense zone obscure est-elle attachée? Quant à la cicatrice de froid et de glace qui sépare l'Afrique, est-elle vouée à s'étendre? Quelles sont les choses qui l'habitent? Les rumeurs qui courent sur un seigneur qui se ferait nommer la Dame sont-elles vérifiées? Qui a décidé de cette invasion? Les seigneurs sont-ils les dirigeants de l'anathème ou obéissent-ils à une volonté supérieure? Enfin, combien sont-ils? Sont-ils présents sur Terre ou dirigent-ils leur territoire et leurs créatures depuis un autre monde? Bien que le Night soit expert en la matière, la plupart de ces questions restent pour le moment sans réponse. Les désespérés. Le désespoir, au-delà d'être un sentiment, est une véritable maladie qui ronge l'humanité depuis l'arrivée de l'anathème. Certaines personnes touchées par le désespoir sont simplement prises d'une tristesse dévorante ou d'une rage folle et finissent par se suicider quand elles ne tuent pas ou font souffrir ceux qu'elles aiment. Mais ces rares cas restent isolés. La plupart du temps, plus qu'une personne prise de désespoir, ce sont des groupes entiers qui deviennent désespérés. Certains de ces regroupements vont même jusqu'à subir physiquement et psychologiquement l'influence d'une zone de l'anathème. Ainsi, les désespérés d'Europe perdent leur humanité au profit de leur nature animale et parcourent les terres en meute. Ceux d'Amérique du Nord se transpercent la peau de clous et de vis et deviennent esclaves des machines qui les entourent. Ceux qui sillonnent l'Asie perdent souvent leur inhibition et se regroupent en hordes dénudées à la sexualité exacerbée. Si ces groupes de désespérés sont les plus connus des populations, il n'y a pas de doute que d'autres types existent, moins apparents,
mais non moins violent. Classification des ténèbres. Différents termes faisant directement référence à l'eau et à son cours sont utilisés pour désigner et définir les étendues de ténèbres qui parsèment le monde. Généralement, une rivière est une zone de ténèbres étroite mais longue, qui semble se déplacer doucement avant de disparaître plusieurs jours, voire plusieurs semaines après son apparition. Un lac est une zone plus étendue aux contours presque réguliers, pouvant couvrir un département, voire une région entière. Enfin, une mer ou un océan de ténèbres est une zone tout simplement gigantesque, couvrant un ou plusieurs pays. À ces tailles s'ajoutent des termes qui définissent l'épaisseur, la densité, l'opacité de l'obscurité de ces étendues. Le type pénombre définit une obscurité douce, où la vision peut s'adapter sans problème. Le terme nocturne signifie qu'une nuit noire est présente dans l'étendue de ténèbres. L'œil humain voit quelques formes, mais a besoin de lampes et de lunettes d'amplification de la lumière pour y voir clair. Enfin, le terme obscur définit une zone où les ténèbres sont opaques, presque tangibles. La lumière y est comme dévorée, et les lunettes de vision nocturne percent à peine son voile. La chute de l'art. Lorsque l'anathème s'est abattu sur la planète, plusieurs éléments ancrés dans la vie de tous les jours ont commencé à dépérir. Il y a d'abord eu les couleurs, qui sont devenues plus ternes à mesure que l'on s'approchait des zones sous l'emprise des ténèbres. En quelques semaines, les couleurs vives ont perdu leur éclat, et peu à peu se sont changées en un gris légèrement coloré. Dans les arches, ces villes protégées et dirigées par les immortels, seules des œuvres originales, telles que des peintures de maîtres ou des sculptures, ont conservé l'entièreté de leurs couleurs. L'art lui-même s'est perdu, ou plutôt les artistes. Avec le début de l'anathème, la plupart des artistes, qu'ils soient chanteurs, musiciens, écrivains, acteurs, peintres, metteurs en scène, danseurs ou encore orfèvres, ont perdu leur passion, l'inspiration ou le talent qui les habitait. Comme si la flamme de l'art s'était éteinte en eux, ils n'ont pu continuer à produire des œuvres touchantes, dotées d'un pouvoir esthétique ou conceptuel affectant les spectateurs ou les témoins. Sans que personne réussisse à expliquer comment, la création artistique est devenue une chose rare, très rare. Bien entendu, quelques industries du spectacle et artistique continuent aujourd'hui à produire de l'art sous diverses formes telles que des films ou des albums, mais tout ce qu'elles créent semble formaté et sans âme. Quelques artistes existent encore çà et là, et forment des collectifs pour garantir une réelle production artistique infime, mais primordiale. Malheureusement, si ceux-là n'ont pas été touchés dès le départ par l'anathème, ils perdent tout de même progressivement la passion et l'envie de créer. Le pouvoir des œuvres. Par un fait étrange et inconnu, comme si les ténèbres étaient apeurées par l'art, les œuvres originales de maîtres ou de grands artistes ne sont pas influencées par l'obscurité. Si cela ne fonctionne pas avec les copies, les œuvres originales ou interprétées directement par des artistes encore passionnés permettent de contenir les ténèbres, de repousser des rivières ou des lacs entiers d'obscurité. Chaque chevalier sait, par ailleurs, que diffuser un disque d'une symphonie de Strauss n'éloignera pas les ténèbres, mais un concert d'une pièce du même compositeur mené par un chef d'orchestre et des musiciens talentueux repoussera immanquablement l'obscurité. Ce pouvoir de l'art sur l'anathème reste inexpliqué, mais il fonctionne aussi bien sur la couleur, les cataclysmes et les horreurs des ténèbres. Ainsi, la plupart des grandes peintures gardent leur éclat et, autour, parfois sur plusieurs kilomètres, l'ensemble des couleurs semble plus vif, comme plus présent. De même, les pratiques artistiques menées par de vrais artistes peuvent repousser les monstres de l'obscurité et faire recouvrer l'esprit aux personnes les plus désespérées. Beaucoup de chevaliers connaissent l'histoire de cette chanteuse qui, dans un théâtre de Dublin, a réussi à contenir avec quelques musiciens une nuée de monstruosités masquées qui avait surgi lors des premiers soubresauts de l'anathème, sauvant par là même plusieurs centaines d'innocents. Le pouvoir de l'art sur les ténèbres est réel, et de nombreux agents du Night l'utilisent en mission, aussi bien en faisant modifier leur armure par des orfèvres passionnés, ou en pratiquant un art s'ils en ont le talent et la capacité. Des trésors inestimables. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui les immortels tentent de réunir le plus d'œuvres d'art possible au sein des arches. Leur exposition ou diffusion a un effet salutaire sur le moral des citoyens, mais aussi sur l'ensemble des couleurs que les gens peuvent percevoir. La même chose se déroule au sein du Night avec l'exposition constante de nombreuses œuvres qui soulignent et magnifient les exploits des chevaliers.
Plusieurs peintres, sculpteurs, graphistes, artistes ou compositeurs, possédant encore la flamme artistique, sont d'ailleurs logés à Camelot et travaillent constamment à promouvoir l'image des chevaliers et l'espoir qu'ils véhiculent, tant au sein des murs du Knight qu'à l'extérieur. Dans les Arches, les artistes encore capables de créer deviennent des trésors locaux qui jouissent de privilèges et de liberté, à l'instar des plus puissants des administrateurs. Leur rareté n'a d'égal que leur richesse, et, peu importe le talent qu'ils possèdent, tous sont bien traités et côtoient généralement les immortels. On pourrait facilement croire que de nombreuses personnes se font passer pour des artistes en tentant de créer tout de même des œuvres, mais sans réelle passion. Cela reste rare, car ce que ces gens créent ne touche jamais le public et ne sert pas l'espoir. Dans les Arches, les menteurs sont traînés plus bas que terre et traités comme des rebuts. Mais parmi ces bluffeurs, certains sont toutefois suffisamment bons acteurs pour intégrer des écuries de chanteurs, danseurs ou encore musiciens, façonnés de toutes pièces par les immortels. Comme on peut s'en douter, les immortels et les chevaliers ne sont pas les seuls à avoir appris le pouvoir de l'art, et beaucoup de communautés de rebuts, comme de nombreux gouvernements des territoires libres, tentent aussi de récupérer à leur propre fin des œuvres et des artistes capables de créer. Chacun envoie des expéditions lourdement armées dans des musées, des galeries ou des sites antiques noyés dans les ténèbres. Et souvent, elles n'en reviennent pas, comme si l'anathème voulait empêcher l'humanité de se procurer davantage d'œuvres d'art. Bien sûr, on assiste parfois à des conflits violents entre factions pour la possession d'un tableau, d'une partition ou d'une statue pouvant servir de rempart contre l'anathème. Pour pallier ces phénomènes, le Knight a récemment mis au point un programme de recherche d'œuvres et d'artistes au sein des régions désolées et envahies par les ténèbres. Chacune des œuvres retrouvées est ainsi offerte à des communautés, des pays ou des arches dans le besoin. Les artistes sauvés ou désirant aider l'humanité sont conduits dans des lieux où leur présence s'avère nécessaire. Malheureusement, la découverte de nouvelles œuvres est rare, et peu ont déjà été réparties. Je vous retrouve pour le chapitre suivant et final consacré au lore de Knight. À bientôt, ciao ciao!